Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce directeur de magasin arrogant a humilié une jeune noire sans raison, mais l'a amèrement regretté. Un samedi matin animé, sous le soleil d'été qui réchauffait les trottoirs de Chicago, le centre-ville fourmillait de vie. Les vitrines brillaient, les enfants léchaient des glaces, et les adultes se bousculaient entre les sacs de shopping. À l'intérieur du grand magasin Burton & Lane, l'ambiance était à la frénésie. Des musiques légères flottaient dans l'air, mêlées aux murmures des vendeuses et aux rires étouffés de clients satisfaits. Dans le somptueux hall d'entrée, orné de colonnes de marbre beige, de plantes vertes soigneusement taillées, et de lustres scintillants suspendus à de hauts plafonds, Tanya Robinson, 23 ans, entra en silence. Elle prit une grande inspiration. Pour elle, ce magasin avait toujours représenté un univers inaccessible, presque magique. Enfant, elle passait devant en pressant la main de sa mère, rêvant au mannequin figé en vitrine. Aujourd'hui, elle y entrait, le cœur léger. Elle avait mis de côté quelques billets pour acheter un petit cadeau d'anniversaire à sa mère, qui s'était tant sacrifiée pour elle. Rien de grandiose, juste un geste d'amour, une écharpe douce, une broche élégante, quelque chose qui dirait « Merci maman, je ne t'oublie pas ». Elle portait un jean propre, un t-shirt blanc, des baskets usées mais nettes, et un sac à dos légèrement élimé, pas un accessoire de luxe, non, mais pratique. Ses tresses brunes soigneusement attachées pendaient dans son dos, et son visage rayonnait de calme. Elle s'attarda au rayon accessoires, caressant du bout des doigts les foulards en soie suspendus sur les présentoirs. Elle souriait, imagina sa mère les portant autour du cou, élégante, souriante. Et puis soudain, tout changea. Un homme, blanc, grand, cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, un costume bleu nuit à peine froissé, apparut comme un orage. Il marcha vers elle d'un pas rapide, sûr de lui, la mâchoire serrée. Il n'avait pas l'air agacé. Il avait l'air offensé. Comme si sa simple présence dans ce rayon était une erreur à corriger. « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il d'un ton sec, mécanique. Vous avez besoin d'aide ? Vous cherchez quelque chose de précis ? Tanya se retourna, un peu surprise. Elle fronça légèrement les sourcils, mais garda un ton courtois. Non, merci monsieur. Je regarde juste. Elle tenta de sourire. De désamorcer, sans comprendre. Mais lui, monsieur. William Carter, directeur du magasin, ne souriait pas. Il la scruta de haut en bas, insistant sur son sac à dos comme s'il s'agissait d'une bombe. Ici, mademoiselle, on ne fait pas que regarder. On achète. Et ce sac à dos, il désigna d'un geste lent et méprisant l'objet accroché à son dos, ce n'est pas vraiment un sac de cliente. Vous comprenez ? Nous avons eu des problèmes, récemment, avec des jeunes qui se croient discrets. Il avait élevé la voix, juste assez pour être entendu par les autres clients. Autour, le temps semblait suspendu. Une vendeuse asiatique, qui repliait des foulards, s'arrêta net. Un couple blanc, en train de choisir des montres, tourna lentement la tête. Une adolescente souffla un « wow » à peine audible. Tanya sentit son ventre se nouer, son cœur cogner contre sa poitrine. Elle essaya de garder contenance, mais la gorge lui brûlait. « Vous pensez que je suis une voleuse ? À cause de ma couleur ? C'est ça ? » Sa voix tremblait à peine, mais chaque mot portait un poids. Un cri étouffé de dignité. William Carter ne répondit pas. Il la regarda comme on regarde une tache sur une nappe blanche. Sans émotion. Sans honte. Il porta la main à sa radio attachée à la ceinture. Service de sécurité. J'ai besoin d'une vérification en rayon 3. Immédiatement. Tanya ouvrit la bouche, tenta de protester. Mais je n'ai rien fait. Justement. C'est ce que disent toujours ceux qui ont quelque chose à cacher, répliqua Carter sans un regard. 2 gardes de sécurité arrivèrent en silence. Grands, habillés de noir. Ils s'adressèrent à elle avec froideur. Mademoiselle, suivez-nous s'il vous plaît. Juste une vérification de routine. Les yeux de Tanya s'embuaient. Elle regarda autour d'elle, espérant un geste, un mot de soutien. Mais tout ce qu'elle vit,
C'étaient des visages fuyants, des regards gênés, quelques téléphones levés discrètement. Elle marcha, escortée comme une criminelle, sous les yeux de dizaines de clients, entre les rangées de sacs à main et les parfums de luxe. Elle fut emmenée dans une salle à l'arrière du magasin. On lui demanda d'ouvrir son sac. Elle le fit. Il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un portefeuille, un carnet de notes, une bouteille d'eau, et un vieux roman. L'agent de sécurité soupira, gêné. Vous pouvez partir. Aucune excuse. Aucune explication. Aucune trace de justice. Quand elle sortit du magasin, les jambes tremblantes, la honte collée à la peau, elle comprit que ce n'était pas juste un malentendu. C'était un jugement. Une sentence silencieuse fondée sur sa couleur de peau. Et elle savait, au fond d'elle, que ce jour-là ne s'effacerait jamais. La scène, brutale dans sa simplicité, fut capturée discrètement, à la hâte, par Jessica Palmer, une jeune mère blanche dans la trentaine, venue faire ses courses avec sa fille de 5 ans, Emma. Jessica, elle-même éducatrice spécialisée dans une école publique, avait été témoin de toute l'interaction. Elle n'en revenait pas. Le ton, le mépris, l'accusation implicite sans preuve. Tout dans cette scène sentait l'injustice à plein nez. Sa main tremblait un peu en tenant son téléphone, mais elle savait que ce qu'elle filmait ne devait pas rester caché. Alors, en rentrant chez elle, après avoir posé sa fille devant un dessin animé, elle regarda la vidéo encore une fois. On y voyait Tania, digne mais secouée, marcher entre deux gardes, la tête légèrement baissée, les yeux brillants. La foule autour, passive, filmant ou baissant les yeux. Et le directeur, les bras croisés, observant la scène comme s'il venait de rétablir l'ordre. Jessica posta la vidéo sur TikTok, le cœur battant. En description, elle écrivit. Une jeune femme noire humiliée sans raison dans un grand magasin. Elle n'a rien volé. Elle n'a rien dit de mal. Elle regardait juste. C'est ça, l'Amérique? #justice pour Tania, #racisme ordinaire, #BurtonGate. Elle n'imaginait pas une seconde que le monde allait s'en emparer. En moins de 24 heures, la vidéo comptait déjà 1 million de vues. En 48 heures, elle dépassait 3 millions, puis 6. Les partages explosaient sur TikTok, Instagram, X, ex-Twitter, Facebook. Elle apparaissait dans des stories de célébrités, dans les fils de discussions d'activistes, dans les groupes de parents, dans les blogs féministes et antiracistes. Les commentaires fusaient. Ce directeur mérite d'être viré sur le champ. Mon cœur se brise. Elle aurait pu être ma fille. Encore une preuve que les Noirs sont présumés coupables dès qu'ils franchissent la porte d'un magasin chic. Boycott total de Burton et Lan jusqu'à des excuses publiques. Filmez-les tous. Ne les laissez plus faire ça dans l'ombre. Des dizaines de vidéos de réactions émergèrent. Des enseignants, des mères, des étudiants, des vétérans de l'armée, tous indignés. Une avocate spécialisée dans les droits civiques proposa publiquement d'aider Tania pro bono. Même des employés anonymes de Burton et Lan commencèrent à commenter sous pseudonyme. Ce n'est pas la première fois que M. Carter agit comme ça. Il surveille toujours les clients noirs plus que les autres. Pendant que le monde virtuel s'enflammait, Tania, elle, ne voyait rien. Elle n'avait ni TikTok, ni Instagram. Elle travaillait à mi-temps comme serveuse dans un petit café de quartier, le Maple Béant, où elle faisait l'ouverture tous les jours à 6 heures. Elle vivait dans un petit studio modeste qu'elle partageait avec sa cousine étudiante. L'incident, elle voulait l'enterrer, ne plus y penser. Mais l'humiliation revenait chaque fois qu'elle fermait les yeux. Le regard du directeur. Les murmures. Les yeux qui l'observaient comme un animal de zoo. La main du garde de sécurité qui s'était posée sur son bras. Elle avait été traitée comme une criminelle, simplement pour avoir existé à l'endroit qu'il ne fallait pas. Et maintenant, chaque fois qu'un client au café la regardait un peu trop longtemps, elle se demandait. Est-ce qu'il m'a reconnue? Est-ce qu'il pense que je suis vraiment une voleuse? Le traumatisme n'avait pas laissé de bleu visible, mais la brûlure intérieure ne passait pas. Elle faisait son travail avec soin, mais plus mécaniquement. Son sourire était plus discret. Son regard plus fuyant. Ses collègues, bien qu'amicaux, n'osaient pas aborder le sujet. Ils avaient vu la vidéo.
Ils avaient reconnu Tania. Mais que dire? Que faire? Alors ils se taisaient. Et leur silence ajoutait une couche de plomb à ces journées. En haut lieu, chez Burton et Lann, la crise se faisait sentir. Les appels au boycott gagnaient du terrain. Le service client croulait sous les mailles de protestation. Le siège social à New York convoqua une réunion de crise. Des journalistes campaient devant l'entrée principale du magasin de Chicago. Des affiches furent collées sur les murs, « Justice pour Tania, nous ne sommes pas vos suspects, votre silence est une insulte. » Mais Tania? Elle continuait à vivre. À respirer. À souffrir. Et à se demander pourquoi, en 2025, il suffisait encore d'avoir la peau noire et un sac à dos pour devenir une cible. Le lundi suivant, dès 7h30 du matin, devant les portes vitrées du magasin Burton et Lann, des silhouettes commencèrent à se rassembler, malgré la chaleur déjà écrasante. D'abord quelques étudiants, puis des mères de famille, des pasteurs, des enseignants, des employés de bureau venus exprès avant leur travail. À 9h, ils étaient plus de 100, réunis dans un silence lourd, certains brandissant des pancartes colorées. Tania mérite des excuses. Racisme en rayon, silence en caisse. Vous pouvez vendre du luxe, mais pas votre conscience. Noir.e pas égal à suspect.e. Votre silence est coupable. Des journalistes locaux se mirent à filmer la scène. Des voitures ralentissaient pour klaxonner en signe de soutien. Une jeune fille noire de 12 ans, en uniforme scolaire, tenait une pancarte dessinée à la main. Et si c'était moi? Le contraste était saisissant. Derrière les vitres immenses et brillantes du magasin, l'intérieur paraissait vide, figé, sans vie, malgré les néons encore allumés. Comme une vitrine de luxe sans âme. Au dernier étage, dans un bureau de direction aux murs vitrés, William Carter observait la scène, immobile. Son regard était froid, son dos droit. Il tapotait nerveusement avec un stylo Mont Blanc sur le bureau en acajou. Il refusait d'admettre que cela le touchait. Des agitateurs. Des réseaux sociaux. Ça passera, murmura-t-il à son adjointe, qui ne répondit pas. Mais au fond, une fissure s'élargissait en lui. Il n'avait pas prévu que le monde basculerait aussi vite. Pour lui, Tania n'avait été qu'un rappel à l'ordre. Une mesure de précaution. Il croyait encore pouvoir dominer la tempête par son calme glacial. Mais le silence du magasin, ce jour-là, était plus éloquent que 1000 cris. Les vendeurs se regardaient sans parler. Certains pleuraient en silence dans les vestiaires. Des clients avaient annulé leur carte de fidélité. Le site web de la boutique était inondé de messages de protestation. À New York, le siège de Burton et Lann entra en crise ouverte. Le PDG, Kenneth Myers, 58 ans, homme d'affaires chevronné, ancien de Yale, recevait des appels de toutes parts, investisseurs inquiets, médias, NG, célébrités appelant au boycott. Il convoqua une réunion d'urgence. À midi, il fit une déclaration officielle devant les caméras. Burton et Lann ne tolèrent aucune forme de discrimination ou de harcèlement fondé sur la race, le genre ou l'apparence. Une enquête interne est en cours. Nous nous engageons à tirer toutes les conséquences de cette affaire. Mais ce qui fit exploser la situation fut une vidéo postée sur X, ex-Twitter, par un ancien employé du magasin de Chicago. Derrick Cole, 31 ans, ancien chef de rayon, noir américain, apparut dans une vidéo posée, enregistrée dans sa voiture. J'ai travaillé sous Monsieur Carter pendant 3 ans. Je peux vous dire que ce n'était pas un incident isolé. C'était une culture. Il m'a fait des remarques sur mes cheveux afro, sur mes chemises colorées, sur ma manière de parler. Il m'a refusé 2 promotions. Une fois, il m'a dit textuellement, « Les clients ne seraient pas à l'aise avec quelqu'un comme toi à un poste visible. » La vidéo devint virale en quelques heures. Puis vinrent d'autres témoignages. Une ancienne stagiaire latina. Un caissier asiatique. Une superviseure métisse. Tous décrivant le même modèle de microagression, de mépris, de suppression silencieuse. Ce fut un journaliste local, Adam Reynolds, qui réussit à retrouver Tania. Il l'aborda un matin, alors qu'elle sortait de son café avec une veste en jean sur le bras et un livre de poche à la main. Il lui parla avec douceur.
Il ne voulait pas de scoop. Juste lui proposer de s'exprimer. Tania hésita longuement. Puis elle dit simplement. Je parlerai. Pas pour moi. Pour que ça n'arrive plus à une autre fille noire. Une autre Tania. 2 jours plus tard, elle accepta une interview télévisée sur la chaîne locale WCL9 News. En plateau, elle portait une robe sobre, un regard ferme mais mélancolique. Elle s'exprima avec calme. Pas de larmes. Pas de colère. Seulement une tristesse claire, profonde, poignante. Je ne veux pas qu'on me voie comme une victime. Je ne veux pas qu'on me réduise à cette vidéo. Je veux juste qu'on me voie comme ce que je suis, une personne. Une humaine. Une fille qui voulait juste offrir un cadeau à sa mère. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre silencieux. Le plateau fut traversé d'un silence bouleversant. Le lendemain, l'interview avait été partagée par Oprah, Michelle Obama et Ava DuVernay. Face à la pression médiatique et publique, le conseil d'administration de Burton Allen fut contraint de réagir. Après une réunion à huis clos, le communiqué tomba. Monsieur William Carter est suspendu avec effet immédiat, dans l'attente de sanctions disciplinaires à déterminer à l'issue de l'enquête. Il n'y eut pas de cérémonie. Pas de poignée de main. Juste une lettre. Un badge désactivé. Et une porte qui se referma, doucement, sur un homme autrefois puissant, désormais tombé de son piédestal. Mais pour Tania, ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas un triomphe. C'était juste, le début d'un long processus de réparation. 2 semaines après sa suspension, William Carter fut officiellement licencié par le conseil d'administration de Burton Allen, avec une clause claire, faute grave pour discrimination raciale avérée. Le communiqué, diffusé sur les réseaux et dans la presse, ne mentionnait pas son nom complet, mais tout le monde savait. Son visage avait circulé dans des dizaines de vidéos, son comportement analysé, disséqué, critiqué. Il était devenu, bien malgré lui, le symbole d'un racisme de classe, froid, insidieux, institutionnel. Blessé dans son orgueil, William accepta de donner une interview exclusive à une chaîne de télévision conservatrice. Son visage semblait plus pâle, plus tendu. Ses mains, pourtant habituées au discours lisse, trahissaient une légère nervosité. Il tenta de reprendre le contrôle. J'ai agi par précaution. Il ne s'agissait pas de race, mais de sécurité. Je suis un professionnel. Et pour ceux qui se demandent si je suis raciste, écoutez, j'ai des amis noirs. Mon voisin l'est. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Mais les mots résonnèrent creux. Comme une défense désespérée, usée, archaïque. Sur les réseaux sociaux, les réactions furent immédiates et massives. Les amis noirs n'ont jamais été une excuse. Tu ne peux pas dire « ce n'était pas raciste » quand tout le monde l'a vu. Ce n'est pas la sécurité que tu as défendue. C'est ton pouvoir. Dès lors, le nom de William Carter devint un poison numérique. À chaque tentative de postuler ailleurs, les recruteurs tapaient son nom dans Google. Et à chaque fois, les résultats étaient les mêmes. Des extraits de la vidéo. Des articles titrés « Le directeur qui a humilié Tania Robinson ». Des posts viraux appelant à ne jamais lui redonner de poste à responsabilité. Des captures de ses justifications maladroites. Sur LinkedIn, ses connexions diminuèrent. Plusieurs anciens collègues supprimèrent ses recommandations. Il reçut des messages anonymes, certains menaçants, d'autres simplement moqueurs. Il effaça ses comptes sociaux. Il coupa même sa ligne fixe pendant un temps. Il tenta de déménager. D'effacer. De recommencer ailleurs. Mais son nom le précédait comme une ombre. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Tania Robinson vivait un tournant radical. Un matin, elle reçut une lettre à son nom, signée par la Thurgood Marshall Foundation for Civil Justice, une prestigieuse organisation pour les droits civiques. La lettre disait : Nous avons suivi votre histoire. Votre calme, votre dignité, et votre message nous ont profondément touchés. Nous souhaitons vous offrir une bourse complète pour poursuivre des études de droit, si vous le souhaitez. Tania relut la lettre 3 fois, assise au bord de son lit, la main sur la poitrine. Elle pleura. Pas de colère cette fois.
Des larmes de surprise, de gratitude. Elle en parla à sa mère, qui l'enlaça longuement sans un mot. 3 mois plus tard, Tanya s'installait sur un campus universitaire du Midwest. Elle rejoignit la faculté de droit avec une détermination paisible. Elle n'était pas là pour la revanche. Elle était là pour comprendre le système, pour le défier intelligemment, pour protéger celles et ceux qu'on ne regarde pas. Elle étudia avec acharnement. Se lia d'amitié avec d'autres étudiants engagés. Participa à des cliniques juridiques pour les sans-abri, à des ateliers sur les droits civiques, à des conférences sur les inégalités systémiques. 1 an plus tard, Tanya fut choisie pour prononcer un discours à l'occasion de la cérémonie annuelle de la fondation qui lui avait offert sa bourse. Devant une salle comble des professeurs, des activistes, des juges, des étudiants, elle s'avança sur scène, vêtue d'un tailleur bleu foncé, simple mais élégant. Elle prit une profonde inspiration, puis dit : « Je me souviens de ce jour. Ce jour où l'on m'a traité comme un danger alors que je venais chercher un cadeau pour ma mère. J'aurais pu devenir amère. Me fermer. Crier. Mais j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi la justice, pas la vengeance. Parce que ce n'est pas à moi de détruire des vies. C'est à moi de construire des ponts, là où d'autres ont dressé des murs. On dit que les grandes causes naissent souvent des plus grandes humiliations. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme noire qui refuse de baisser les yeux. » Le silence fut total. Puis, comme une vague, une ovation se leva, spontanée, puissante, émue. Certains pleuraient. D'autres se levaient lentement, les mains jointes. C'était le moment où Tanya Robinson n'était plus simplement la fille humiliée dans une boutique. Elle était devenue une voix. Un modèle. Un symbole d'espoir. 1 an plus tard, dans une rue animée du centre-ville de Chicago, le destin ramena Tanya face à son passé. Elle sortait d'une conférence sur les droits civiques, un dossier de stage sous le bras, ses cheveux tressés soigneusement noués à l'arrière, son tailleur bleu marine impeccable. Il faisait frais ce jour-là, et le vent léger portait les murmures de la ville klaxon, pas pressés, et fragments de conversation. Alors qu'elle attendait à un passage piéton sur State Street, elle aperçut une silhouette familière assise sur un banc, un carton de CV sur les genoux. Il semblait plus vieux, les traits tirés, les épaules affaissées comme sous le poids de regrets trop longtemps portés. Son costume, mal ajusté, trahissait les difficultés d'un homme qui n'était plus ce qu'il avait été. C'était William Carter. Il distribuait des CV à des passants indifférents, certains les prenaient machinalement avant de les jeter plus loin. D'autres, le reconnaissant, détournaient le regard. Sur ces documents, il avait tenté de raccourcir son nom, W. Carter, pour passer sous les radars, mais Internet n'oublie pas. Les moteurs de recherche affichaient encore en première ligne l'affaire de discrimination à Burton et Lan. Les vidéos, les articles, les commentaires rageurs, tout était là. Son nom était devenu un avertissement. Quand leurs regards se croisèrent, il fut d'abord surpris, puis envahi par la gêne. Il détourna les yeux, tentant de se cacher derrière une fausse recherche dans son téléphone. Mais Tanya s'approcha, calme, droite, paisible. Elle s'arrêta devant lui. Il leva les yeux, incapable de prononcer un mot. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il n'était plus le directeur fier, sûr de lui. Il était un homme brisé. Tanya le regarda sans colère. Dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe, ni supériorité. Seulement une lucidité douce, presque maternelle. « Je vous l'ai pardonné. » Ces mots, simples et puissants, tombèrent comme une pluie d'été sur une terre desséchée. William voulut dire quelque chose, s'excuser, se justifier, pleurer peut-être, mais Tanya n'attendait rien. Elle le salua d'un léger signe de tête, puis tourna les talons. Elle traversa la rue, son sac sur l'épaule, sans se retourner. Elle avait d'autres combats à mener. D'autres causes à défendre. D'autres jeunes filles comme elle a inspiré. Et lui, William Carter, resta là, assis sur ce banc public, les mains tremblantes, regardant la silhouette de celle qu'il avait autrefois humiliée disparaître dans la foule. Une femme qu'il avait sous-estimée. Une femme qu'il avait tenté d'écraser. Et qui, par sa dignité, l'avait transformé malgré lui en un symbole de chute, mais aussi peut-être de prise de conscience. Car ce jour-là, dans cette rue de Chicago,
il comprit une chose essentielle. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'autorité ni le statut, mais dans la grâce. Et parfois, le pardon d'une seule personne peut être plus accablant que toutes les sanctions du monde.